En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche, entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. En cette année d'élection présidentielle, pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, nous recevons notre premier candidat à l'élection présidentielle, Éric Zemmour. Et comme toujours dans cette émission, nous aborderons les questions de fond. Il sera question de son programme et de sa vision du pays. À quoi ressemblera la France d'Éric Zemmour ? Quels seront les chemins de ce qu'il appelle la reconquête ? La France d'hier peut-elle être celle de demain ? Est-il le moteur ou le fossoyeur de la recomposition politique ? Tout de suite, les réponses d'Éric Zemmour en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Éric Zemmour, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Tout au long de cette émission, nous allons tenter de comprendre ensemble quel est votre projet et votre vision pour le pays. Mais j'aimerais tout de même commencer par une question d'actualité. Ce week-end, le mouvement des convois de la liberté a convergé vers Paris et vers Bruxelles pour protester notamment contre le pass vaccinal. Au-delà du déroulement de ce mouvement, qu'est-ce que ça vous inspire politiquement ? Je suis d'accord avec eux sur un point, et je l'ai dit bien avant que ce mouvement ne prenne de l'ampleur. Ce pass vaccinal doit être aboli. Je pense qu'il est arrivé à contretemps. Les autorités savaient très bien que l'épidémie était sur sa descente. Certains esprits soupçonnent même le gouvernement d'avoir instauré ce pass pour mieux le supprimer juste quelques jours avant le premier tour. Tout est possible. Je considère que Emmanuel Macron a décidément assez mal géré cette crise épidémique. Je passe sur les erreurs du début, mais sur la fin, il est complètement à contretemps, gérant avec selon les règles de la peur, pour faire peur aux gens, alors que on voyait qu'il fallait au contraire, et c'est ce que j'avais écrit dès la fin décembre, qu'il fallait au contraire essayer de prendre des mesures qui soient pérennes, puisque l'épidémie devenait, selon le terme consacré, endémique. C'est-à-dire qu'il fallait apprendre à vivre avec, et que donc il ne fallait pas multiplier les mesures d'urgence, comme on a fait, imposant les masques aux enfants, les tests permanents aux enfants. D'abord, qui les déstabilisait, qui les meurtrissait, sans compter le prix. Je crois que ça a coûté 4 milliards d'euros dans les derniers mois. Enfin, c'est une folie. Donc il faut au contraire prendre des mesures pérennes, c'est-à-dire aller tenter de vacciner les derniers personnes fragiles et très âgées qui ne le sont pas, parce qu'on sait que ce vaccin n'a qu'une vertu, c'est déjà c'est de pas mal, limiter les cas c'est de graves. limiter les cas graves. Sur le mouvement en lui-même, il passe par Paris, mais aussi par Bruxelles, ville du Parlement européen. Est-ce que vous voyez un symbole au-delà de la question Je du croyais pass que c'était vaccinal ? Strasbourg, la ville du Parlement européen. Oui, moi. mais Non, j'y vois, un symbole, parce que ces routiers traversent toute l'Europe et profitent de Schengen. Ça nous pose d'ailleurs des problèmes à nous, Français, parce qu'on a des multitudes de camions qui passent sur nos routes, puisque nous sommes au milieu, mais c'est un autre sujet. Mais non, j'y vois pas sinon davantage de symboles. D'accord, merci. Mais parlons quand même de l'Europe, même Ouais. si vous n'y voyez pas un symbole. C'est un thème qui vous tient à cœur, je le sais. Vous avez voté non à Maastricht, mais dont vous parlez assez peu, je trouve, dans cette campagne. Vous avez affiché clairement votre stratégie. Vous n'êtes plus pour une sortie de l'Union européenne. Vous souhaitez y rester en la faisant évoluer de l'intérieur. La question est de savoir concrètement comment vous vous y prenez. Vous avez expliqué récemment que vous vouliez construire des murs aux frontières européennes, que vous vouliez que ce soit financé par l'Europe, qu'il y ait des gardes-frontières européens. Bon, on se doute que les Hongrois et les Polonais sont d'accord avec vous, mais sur les 27, tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Comment vous faites bouger les technocrates européens ? Comment vous les transformez en défenseurs de la civilisation européenne ? D'abord, je vous reprends sur un petit point. J'ai jamais milité pour la sortie de l'Union européenne. Je pense que nous ne sommes pas les Anglais pour des tas de raisons. D'abord, nous ne sommes pas une île, ça ne vous a pas échappé. Et puis, nous n'avons pas la même histoire, en particulier au XXe siècle. Et en plus, nous sommes un des fondateurs, on peut dire le fondateur du marché commun, ce qu'on appelle marché commun jadis. Enfin bref,
En plus, nous sommes dans l'euro, etc. C'est pour ça que j'ai jamais prétendu cela, parce que si vous voulez, je pense que ça poserait encore plus de problèmes et ça nous... Regardez, les Anglais, ils ont mis 4 ans à sortir et c'est pas encore fini. Moi, j'ai une priorité qui est la lutte contre le grand remplacement. Donc, je ne veux pas que des sujets très importants, je ne dis pas le contraire, viennent parasiter mon combat prioritaire, c'est-à-dire la lutte contre le grand remplacement. Je sais ce que vous allez me dire. Je sais ce que vous allez me dire, c'est que l'Europe m'empêche de... Exactement. Voilà, je savais. Sauf que je ne suis pas d'accord. Et je vais vous dire pourquoi. Pour 2 raisons. La première, essayons de recommencer. Vous avez raison sur un point d'avance, je vous le donne acquis, c'est que depuis le traité d'Amsterdam, je crois, l'immigration est dans les compétences communautaires de l'Europe. Il y a d'autres thèmes comme ça que petit à petit la Commission a pris. Ma première politique sera justement de bloquer désormais toute extension des compétences à la Commission de Bruxelles, car elle en a beaucoup trop. Nous allons revisiter la règle de subsidiarité et par ailleurs, nous bloquerons dès que la Commission voudra s'étendre, comme elle a fait pour la santé. Par exemple, la santé n'est pas dans ses compétences. Elle est sortie des traités. Bon. Deuxièmement, et c'est là où je vous donne ma méthode, j'ai remarqué depuis quelques années que, en fait, ce que faisait la Commission de plus utile, c'est justement de renoncer à ces règles édictées par les traités et à ces politiques. Parce qu'en fait, la plupart des règles édictées par les traités et depuis Maastricht sont mauvaises. Et donc, comme elles sont mauvaises, la Commission et les pays finissent par toutes les enlever. Vous avez vu que le pacte de stabilité, plus aucun État le respecte. Vous avez vu que la politique de la BCE contrevient absolument au traité, puisque la BCE, la Banque Centrale Européenne, n'a pas le droit de prêter aux États et qu'elle le fait en vérité, même si on passe par un artifice juridique. Troisièmement, je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que c'est moins médiatisé, mais la Commission et les traités avaient interdit toute aide d'État, aide d'État à l'industrie. Eh ben, les pays européens ont inventé le PIEC. Ils sont les rois des acronymes à Bruxelles. Donc, c'est les plans d'importance européenne. Ouais, mais quand même, les frontières, c'est autre chose. Qui permet les aides d'État. Excusez-moi, j'ai écrit, quand j'étais journaliste, des dizaines et des dizaines de papiers pour me plaindre que la politique industrielle n'était plus possible. Eh bien, vous voyez, maintenant, elle est possible. Et M. Macron va dire que c'est une grande politique européenne. Non. En vérité, c'est quand on défait la politique européenne, on s'en porte mieux. Parce qu'on revient au niveau national et que les nations exercent mieux. Donc, moi, j'irai dire à Bruxelles, voilà, messieurs, dames, c'est simple, je considère que l'immigration doit aussi revenir aux nations, comme vous l'avez fait pour tout ce que je viens de vous citer. Et donc, moi, je prends les devants, moi, la France. J'estime qu'il en va de la survie de la France. Et donc, je vais prendre des décisions avec l'appui de mon peuple, puisque j'aurais fait un référendum, comme vous le savez, sur l'immigration, que ça vous plaise ou non. Et je vous encourage à établir une grande nouvelle règle d'abolition de vos règles, puisque vous faites ça très bien, c'est ce que vous faites le mieux. Par ailleurs, au-delà de la plaisanterie, vous avez remarqué, c'était dans le Figaro d'ailleurs, cher Alexandre de Vecchio, il y a eu une tribune, je crois que c'était en décembre, de 11 pays, ça m'avait marqué, c'est beaucoup 11 pays sur 27. Sur 27, c'est pas la majorité, mais c'est beaucoup, vous êtes d'accord. Où il y avait des pays du Sud, des pays du Nord, des pays de l'Est. Il n'y avait pas seulement la Hongrie et la Pologne, pour prévenir l'argument habituel, qui protestaient contre la politique migratoire, laxiste de la Commission. Parce que la Commission, il faut le dire, est immigrationniste. Là, Madame Johansson, la Suédoise, qui est une ancienne du Parti communiste suédois, elle est franchement et délibérément immigrationniste. Quand le Frontex, vous savez, la police des frontières européennes, avec ses effectifs maigrelets, mais sous la direction d'un Français, d'une personnalité vraiment remarquable, essaye de faire son boulot malgré les peu d'effectifs qu'il a, on l'insulte, on le convoque à Bruxelles, on lui dit qu'il n'a pas le droit de faire de pushback. Vous savez ce que c'est que le pushback? Non, moi, vous allez m'expliquer. Eh ben, je vais vous expliquer. Vous allez voir, vous allez rire, si j'ose dire. Le pushback, pour la Commission, c'est l'enfer. On a l'impression que c'est un truc horrible. Pas du tout. Ça s'appelle, en français, c'est le refoulement. Donc, en fait, on interdit à la police des frontières européennes qu'on présente, vous voyez, sous des oripeaux magnifiques,
de refouler les migrants. Non, mais c'était justement c'est le pour sens vous de dire. ma question. Pourquoi passer par... Ah, mais je passe pas. Mais je passe pas. ouais, Justement, non. je ne passe pas, mon cher Alexandre Devecchio. Je ne passe pas. Je dis l'immigration, c'est moi. D'accord. Voilà. C'est la France. Je vais faire un référendum. C'est le peuple français. Si vous n'êtes pas, vous êtes content ou vous n'êtes pas content, c'est le même prix. Maintenant, je vois que dans l'Europe, il y a beaucoup de pays qui seront contents. Vous voyez, je vais pas me. Je pense qu'on doit, si vous voulez. J'ai une méthode radicalement différente de celle d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est prêt à sacrifier les intérêts de la France sur l'autel de ces chimères de ce qu'il appelle autonomie stratégique, souveraineté européenne. Bref, en vérité, ça s'appelle les États-Unis d'Europe. Il faut appeler un chat un chat. Il veut les États-Unis d'Europe. Moi, je pense, comme le général de Gaulle, qu'on ne fait pas d'omelette avec des œufs durs. Donc, que les nations sont ces œufs durs et qu'on ne fera pas d'États-Unis d'Europe. C'est comme ça. On n'est pas le Wisconsin, on n'est pas le Wyoming. Et oui, c'est comme ça. Bon. Donc, il faut faire des alliances d'États-nations. Et je suis sûr, par exemple, que effectivement, comme vous l'avez dit, à la frontière de la Pologne, on peut faire un mur financé par Bruxelles. Pour une fois qu'elle servira à quelque chose de bien, là, je suis favorable. Vous voyez, moi, j'essaye d'être efficace. Pragmatique. Et donc, je veux faire feu de tout bois, parce que je pense qu'il en va du destin de la civilisation européenne. Éric Zemmour, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Nous continuons à parler d'Europe et même du monde. Comment la France peut-elle survivre au choc des civilisations? Après une courte pause, les réponses d'Éric Zemmour en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Éric Zemmour, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Nous continuons à parler d'Europe et même du monde. Comment la France peut-elle survivre au choc des civilisations? Je voulais vous parler, on parlait de l'Europe juste avant, juste vous faire réagir à la nouvelle campagne de l'Union européenne pour inciter les citoyens à participer à la conférence sur l'avenir de l'Europe. La Commission européenne a choisi d'illustrer une de ses affiches avec une femme voilée, à côté de laquelle est inscrit le slogan « L'avenir de l'Europe est entre vos mains ». Qu'est-ce que vous pensez de cette campagne, Éric Zemmour? C'est dans la droite ligne de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire il y a à la Commission de Bruxelles des commissaires et une ambiance et une idéologie immigrationniste, je dirais grand remplaciste, qui considèrent soit pour des raisons économiques, en gros l'Europe, la vieille Europe ne fait plus d'enfants et donc il y a 2 milliards d'Africains qui ne demandent qu'à venir nous remplacer pour être un nouveau marché de consommateurs, etc. Ou pour des raisons pseudo-humanistes. Madame Johansson, que je citais tout à l'heure, qui est commissaire européenne pour ces sujets-là, et en étant le chantre, et il y en a d'autres. Donc il y a effectivement à Bruxelles une idéologie absolument immigrationniste, et donc c'est pour ça que ça a été une erreur de confier cette compétence à l'Europe. Donc nous allons la reprendre. Voilà, c'est simple, c'est clair. Ça sera quoi que dise la Commission, quoi que dise la Cour européenne des droits de l'homme. S'il le faut, nous sortirons de la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de pays en Europe qui ne veulent pas de cette idéologie multiculturaliste qui est en vérité une idéologie qui prépare l'islamisation de la France et de l'Europe. Vous savez que les institutions européennes sont noyautées par un certain nombre d'ONG islamistes qui sont financées effectivement par l'Europe et donc indirectement par les impôts français. Ça se chiffre en millions d'euros. Le CCIF, par exemple, qui a été dissous par le ministère de l'Intérieur, était financé reçoit des financements de l'Europe. Comment vous faites pour que les Français cessent de payer des impôts pour financer ce type d'association? Je pense que la France, vous savez, en vérité, il y a un rapport de force en Europe. Si la France se met avec les 11 pays que dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vont de la Pologne à la Hongrie, les pays baltes, la Grèce, l'Italie, etc., ça change tout. Et là, la Commission devra cesser tout cela. Je pense qu'il faudrait proposer des réformes, mais vous savez, les réformes de l'Europe, ça met toujours des années, donc je préfère reprendre des compétences. Moi, ça va plus vite avec la France. Mais il faudrait proposer des réformes dans lesquelles la Commission de Bruxelles n'aurait plus l'exclusivité de l'initiative législative. Pour l'instant, vous savez, on vous dit les directives européennes sont le produit de tous les pays européens. C'est pas vrai. La Commission de Bruxelles a l'initiative, elle prépare les textes et les ministres des gouvernements corrigent à la marge.
En vérité, vous voyez, le train principal, c'est la commission qui l'impose. Il faudrait sans doute proposer une réforme des institutions dans laquelle les États auraient également, ou les parlements nationaux auraient également l'initiative législative. Et là, on pourrait avoir un échange qui serait fécond. Mais le problème, c'est que je préfère prendre tout de suite mes responsabilités en tant que président de la République française, parce que sinon, une réforme, ça peut durer des années. Voilà. D'accord. Donc revenons revenons pas. Allons sur la question de l'islam conquérant, puisque c'est lié à cette campagne. C'est un peu le cœur de votre programme, ce combat pour défendre la civilisation face à ce que vous considérez comme une menace existentielle. Vous êtes fils de rapatriés d'Algérie, et moi, je vous connais un peu, je vous lis, je crois que ça compte beaucoup dans le regard que vous portez sur la situation française. D'une certaine manière, on a l'impression que vous craignez que l'histoire se répète. Est-ce qu'on peut vraiment comparer l'Algérie à l'époque à la France d'aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas une part de revanche dans votre combat? Alors on me dit souvent ça. On croit que je suis un revanchard des pieds noirs chassés de l'Algérie par les méchants arabo-musulmans. C'est mal me connaître d'abord parce que ce n'est pas mon tempérament. Je ne suis ni rancunier ni revanchard. J'ai d'autres défauts, mais pas ceux-là. Et par ailleurs, c'est mal connaître mon histoire familiale. Je vais vous dire, je n'ai pas vécu, ma famille n'était pas dans la revanche, même pas, je vais vous étonner sans doute, parce qu'il y avait d'autres pieds noirs qui le furent, même pas dans la nostalgie. J'ai entendu mon grand-père me dire « Je bénis le général de Gaulle de nous avoir virés d'Algérie parce qu'on était des miséreux ». Il faut que vous compreniez la vie de la petite boutique en Algérie. On était très pauvres. On n'était pas des notables d'Alger. Vous comprenez, on n'était pas des colons, comme disait mon père, c'est-à-dire, vous savez, des gens qui avaient des grandes terres. Ça, c'était une infime minorité. On a oublié, mais il y avait 1 million de pieds noirs, 980 000 étaient très pauvres, étaient dans des conditions économiques très pauvres. La France, arrivée en France, nous a permis à mes parents de travailler dur, de progresser dans la société, à leurs enfants de faire des études. J'en suis le cas typique. Vous voyez, relisez le premier homme de Camus. Ça ne joue pas attendez, non, si. Mais relisez le premier homme de Camus et vous verrez comme c'était dur en Algérie. Moi, quand je relis le premier homme de Camus, je m'y reconnais complètement. J'ai vécu cela exactement, sauf que moi, j'habitais pas en Algérie, mais ce que m'a raconté ma mère, ce que m'a raconté mon père, c'était cela. C'était la vie de Camus. On avait la même vie. Et on était des petits pieds noirs, vous voyez. Bon, ça, c'est une première chose. Donc, il n'y a pas d'esprit revanchard, même pas nostalgique. Mes parents n'ont jamais remis un pied en Algérie depuis l'indépendance. Et ça ne leur manquait pas. Bon. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose. Oui, le fait que mes ancêtres aient vécu 1000 ans en Algérie. Moi, je ne suis même pas un fils de pied noir alsacien ou communard qui aurait colonisé l'Algérie dans les années 1870. Mes ancêtres étaient là en 800, en 900. Peut-être que ma famille était là sous l'Empire romain. Oui, l'Algérie, en plus, a été toujours une terre colonisée. Ça n'a jamais existé, l'Algérie. C'est toujours une terre colonisée, qui a été colonisée par les Romains, qui a été colonisée par les Arabes, qui a été colonisée par les Espagnols, qui a été colonisée par les Turcs, enfin par les Français. Vous voyez, c'est ça l'histoire de l'Algérie, quand le FLN s'en prend à la colonisation française, mais il devrait s'en prendre à toutes les colonisations. Allez voir les Turcs. Parce que les Turcs ont colonisé pendant des siècles. Nous, c'est seulement 130 ans. Pendant des siècles, l'Algérie, sans rien faire, en laissant la misère se répandre. Alors qu'au moins, la France, elle crée des hôpitaux, des routes, des aéroports, des gares, etc., des villages entiers. Bref. En revanche, il y a un point. Je crois aux inconscients collectifs. C'est-à-dire que je pense que nous sommes, je crois que c'est Jung, c'est la grande querelle entre Freud et Jung. Je ne suis pas un spécialiste, loin de là, mais je crois que Jung dit qu'il y a des inconscients collectifs, c'est-à-dire qu'on est le produit aussi du peuple à qui on a appartenu, de l'histoire passée, etc. Alors oui, je pense effectivement que le fait de ma famille, de mes ancêtres, ait vécu en terre arabo-musulmane, me fait comprendre beaucoup mieux que les autres ce qui est en train de se passer en France. Et c'est-à-dire que
beaucoup de choses qui se passent en France aujourd'hui me rappellent ce que me racontaient mon père, ma mère, mes grands-parents, de ce qui se passait en Algérie. Par exemple, les agressions des femmes. Vous voyez, les agressions des femmes par des jeunes qui les insultent, qui leur crachent dessus, qui les traitent de traînées et d'autres insultes parce qu'elles sont habillées trop légèrement, le fait d'en vouloir enfermer les femmes, l'opposition entre les communautés, la volonté de l'islam d'imposer toujours aux autres, juifs et chrétiens, la dimitude, c'est-à-dire l'infériorité politique, sociale, économique. Ça, oui, c'est une constante. De l'histoire du monde arabo-musulman et que je vois revenir en France. Et donc, je sonne l'alerte avant les autres. Oui, là, vous avez raison. Ce n'est pas une question de revanche, c'est une question de conscience plus aiguë des problèmes. Et moi, je n'ai pas envie que la France devienne le Liban en grand. Je pense sincèrement, Alexandre Devecchio, et c'est tout le sens de ma démarche et de ma campagne aujourd'hui. Si je ne suis pas élu, dans 5 ans, dans 10 ans, la France sera le Liban en grand. C'est-à-dire avec des parcelles de plus en plus grandes islamisées, sous la férule de la charia, avec des conflits ethniques, avec de la misère, avec de la corruption. C'est ça qui nous attend si je ne suis pas élu, car c'est la logique démographique et c'est la logique historique. Si nous n'opposons pas à cette logique démographique et historique, la logique politique. Vous parlez souvent du choc des civilisations entre l'islam et l'Europe. Vous nous l'avez dit, votre crainte, c'est la libanisation de la Chine, de la France. Et est-ce que la Chine, justement, dont nous sommes de plus en plus dépendants, on l'a vu pendant la crise du Covid, n'est pas au moins une menace aussi importante pour l'Europe et pour la France que l'islam? C'est d'ailleurs ce que montrait Huntington dans le choc des civilisations. Effectivement, vous avez évoqué ce nom d'Huntington. Après la chute du mur de Berlin, il y a eu 2 thèses qui se sont faites face à face, été face à face. La thèse de Fukuyama qui disait, même si on l'a trop simplifié, en gros, la démocratie libérale est l'avenir du monde et il n'y a pas d'avenir en dehors de cela. Et Huntington qui disait au conflit entre l'Est et l'Ouest, entre le communisme et le capitalisme, va être remplacé par le conflit des civilisations. Et moi, je pense, depuis le début, d'ailleurs depuis longtemps, que c'est Huntington qui avait raison. Et aujourd'hui, c'est évident, c'est clair comme de l'eau de roche, si j'ose dire. Mais dans ce conflit de civilisation, moi, je dis, il y a 2 conflits de civilisation. En fait, c'est le conflit de civilisation, c'est la revanche de l'Orient contre l'Occident. L'Occident, depuis la Renaissance, depuis 4 siècles, a pris de court l'Orient, a dominé sur le plan démographique d'abord. On l'oublie trop, vous savez. On parlait de l'Algérie. Quand la France envahit l'Algérie en 1830, nous sommes 28 millions. Et en Algérie, il y a 2 millions d'habitants. Il y en a 40 millions aujourd'hui. Bon, c'est pour vous dire. Démographique, mais aussi évidemment scientifique, mais aussi évidemment économique, mais aussi évidemment militaire. Enfin, sur tous les plans. Sur tous les plans, l'Occident a pris le pas sur l'Orient. Et aujourd'hui, l'Orient tient sa revanche. Sur ces 2 aspects, le premier aspect, c'est l'aspect islamique. C'est par la démographie, l'invasion migratoire et l'argent. L'argent du pétrole, etc., qui permet aux grandes monarchies arabes d'acheter beaucoup. Et puis, vous avez la revanche de l'Orient asiatique, avec en tête de pont la Chine. La Chine, qui est une revanche, alors là, je dirais... économique, industrielle, et qui est en train de devenir une revanche militaire. Il y a 2 niveaux. Je pense, si vous voulez, que nous ne vivons pas... Alors évidemment, nous devons nous méfier, et nous ne l'avons pas assez été, de l'hégémonie économique chinoise, de l'hégémonie... Mais le problème de la Chine est avant tout, ça ne veut pas dire que ce n'est pas le nôtre, mais il est avant tout le problème des États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a là un affrontement entre 2 superpuissances pour la domination du monde, pour l'hégémonie sur le monde. Nous avons connu ça. Pendant la guerre froide, d'une certaine manière. Oh, mais bien avant. L'affrontement entre 2 grandes nations, qui sont l'une plutôt le reflet de la mer, et l'autre, le reflet de la terre, est un classique de l'histoire. Nous avons eu Napoléon contre les Anglais, nous avons eu les Allemands contre les Anglais, nous avons eu... aujourd'hui, nous avons la Chine contre les États-Unis. Le problème chinois est d'abord le problème des États-Unis. Ce n'est pas d'abord notre problème. Nous devons régler le problème islamique. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas être méfiants par rapport à la puissance chinoise. Éric Zemmour, merci d'être avec nous. Après une courte pause, nous parlerons du scandale des EHPAD, du rôle que doit avoir l'État aujourd'hui et de la recomposition politique à droite. Les réponses du candidat Zemmour en toute vérité.
En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Éric Zemmour. En toute vérité, il y a le choc des civilisations dont on parlait tout à l'heure, Éric Zemmour, et ce que nous faisons nous-mêmes de notre civilisation. Le scandale Orpea a révélé ce que nous savions déjà, la maltraitance des aînés dans les EHPAD. Est-ce qu'une civilisation qui traite les plus fragiles ainsi n'est pas une civilisation malade, Éric Zemmour ? Vous savez, c'est ce genre de sujet qu'on ne rencontre que personnellement. Je suis très frappé de ça. On a beaucoup de gens qui nous écoutent, sans doute, ont eu la même expérience que moi. C'est-à-dire que moi, il y a une quinzaine d'années, j'ai été obligé de mettre ma mère dans un EHPAD, une maison comme ça, parce qu'elle n'était plus du tout autonome. Et j'ai pu voir exactement ce qui se passait. Encore, moi, j'ai eu plutôt de la chance parce que le personnel soignant était admirable. Franchement, 10 ans plus tard, je les salue avec affection et reconnaissance. Dévouée, gentille, toujours souriante, vraiment admirable. En revanche, toute la logistique, par exemple la nourriture, mais vous n'imaginez pas, Alexandre Devecchio, ce que c'est. Il fallait que, vous savez, ma mère refusait de manger parce que c'était tellement immonde, il n'y a pas d'autre mot, et il fallait que mon père ou moi, ou mon frère, nous lui donnions à manger. Parce que là, elle acceptait de se nourrir, mais c'était vraiment dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Donc, vraiment, j'ai vu ça de près, et c'est terrible, c'est terrible. Et on voit bien que on voit bien les soucis de rentabilité. Et j'imagine que j'étais pas dans le pire. J'étais pas dans le pire parce que je me souviens que mon père avait visité un autre établissement beaucoup plus loin de Paris et qu'il m'avait dit, je me souviens de son expression, il m'avait dit, moi, je mets pas ta mère dans un mouroir. Dans un mouroir. Dans un mouroir, oui. Donc, vous imaginez l'expression. Donc, franchement, c'est triste qu'on doive en arriver à un scandale, à un livre, pour prendre des mesures. Bon, premièrement. Deuxièmement, vous avez raison, la façon dont on traite les vieux et les enfants, d'ailleurs, c'est les êtres les plus fragiles de la société, est révélateur du degré de civilisation ou de férocité, je dirais, d'une société. D'une société, ouais. On voit que nous, souvent, elle est assez féroce avec les plus fragiles. Là-dessus, on voit bien que nos structures, en plus, sont décalées. C'est-à-dire que moi, je ne dirais pas, même si j'ai bien compris que les soucis de rentabilité avec des fonds de pension... oui, ils sont cotés en bourse. Donc là, on est plus dans l'entreprise à but lucratif que dans le système de l'organisation de santé. On est d'accord. Mais cela dit, je ne vais pas jeter le bébé avec l'eau du bain, selon l'expression. Je pense que nous avons péché par contrôle, le défaut de contrôle. Il n'y a pas assez de contrôle. Et je mets en cause, les ARS, les agences régionales de santé, qui étaient censées contrôler et qui en fait n'ont rien pu faire ou rien fait, peu importe, et qui ont, selon mes informations, écarté au fur et à mesure, pas seulement dans ce cas-là, mais partout, les maires et les préfets. Ces gens-là, ces technocrates ne parlent ni aux préfets ni aux maires, c'est de la valtaille pour eux. Je pense, ça m'a conforté dans mon idée qu'il fallait supprimer les ARS et qu'il fallait redonner le pouvoir de contrôle, de surveillance aux préfets, aux maires et est-ce que c'est aux médecins. juste un problème de contrôle ou de surveillance ? Non. Mais surtout que c'est devant nous, puisque la population vieillit. Vous avez tout à fait raison. C'est aussi un problème plus philosophique. Mais je voulais dire cela. Alors, j'ai... si vous voulez regarder cela, du coup, je me suis intéressé à tout cela depuis le début de la campagne. Je m'intéresse à beaucoup de sujets. Et j'en ai parlé avec mon ami Philippe de Villiers, qui m'a parlé d'une expérience tout à fait remarquable de son ami Véronique Besse, en Vendée, qui fait des maisons à Boissy-en-Daux. Des maisons qui, vous savez, avec les enfants, avec les gens âgés, avec les handicapés, qui mêlent, vous voyez, quand des parents ont des enfants handicapés, vous voyez, pour essayer de donner une humanité à ces centres. Il faut absolument, si vous voulez, privilégier la retraite à la maison sur la maison de retraite. Je crois en plus que ces gens-là le désirent plus que tout. Et pour cela, il faut un grand plan de formation des aides-soignantes, des infirmières qui iraient à domicile. On a la technologie. C'est la technologie a progressé là-dessus. Donc il faut essayer de vraiment de prendre ce problème à bras-le-corps, surtout que vous avez raison, avec l'arrivée comment dans le grand âge des boomers, comme on dit. Comment on le finance ?
Vous savez, on le finance par des budgets adéquats en faisant des économies sur autre chose. Voilà. Nous devons absolument faire des économies sur autre chose. Ça va nous mener à la politique économique, au pouvoir d'achat, Au etc. rôle de l'État. On va y venir. Une dernière question sur ces EHPAD. Elles existent pour le moment. Beaucoup d'aides-soignantes sont étrangères ou d'origine étrangère. Elles font quand même leur métier avec un grand dévouement. Elles ont eu un rôle important durant la crise sanitaire. Alors, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que l'immigration est systématiquement une chance, mais est-ce que dans ce cas-là, ça n'a pas été une chance? Est-ce qu'on ne le dit pas suffisamment? Est-ce qu'il ne faudrait pas le dire plus souvent? Vous savez, moi, je ne jette pas la pierre aux individus. Il y a évidemment des gens très bien, très utiles, très dévoués, très travailleurs, très honnêtes dans et les étrangers et les immigrés. C'est une évidence, mais il faut le redire. Et je les respecte, évidemment, et même pour mes compatriotes, je les aime. Donc, ce n'est pas le sujet. J'essaye de voir de plus haut, c'est tout. Vous savez, aujourd'hui, dans les 275 000 immigrés qui arrivent chaque année, en France, en entrée légale, je ne parle pas des illégaux, je ne parle pas des droits d'asile, qui rajoutent encore une couche, il y a seulement 14% de gens qui viennent pour travailler. C'est très peu. Il y a aujourd'hui, dans les étrangers extra-européens, 55% d'inactifs sur les gens en âge de travailler, entre 15 et 64 ans. Ces gens-là, en vérité, n'ont rien à faire ici. J'expulserai les chômeurs de plus de 6 mois. Maintenant, pour ceux qui travaillent, vous avez raison, ils travaillent, je les en remercie, et ils font leur devoir en France, et ils rendent des services à la France, et il n'y a aucune raison d'être absolument inique envers eux, au contraire. Pour certains observateurs, la crise du Covid a été un juin 40 sanitaire. C'est Jacques Julliard, je crois, qui a utilisé cette expression. Elle a en tout cas révélé, je crois, ce qui est un problème de notre pays, c'est le dysfonctionnement profond de l'État. D'un côté, une suradministration, une technocratie arrogante qui voulait tout gérer. De l'autre, un manque de lits d'hôpitaux, des infirmières paupérisées. Et ce type de dysfonctionnement, on le retrouve partout, dans la police, la justice, l'armée, l'école. Il mine non seulement l'autorité de l'État, mais aussi l'efficacité de l'État. Comment vous comptez réformer aujourd'hui l'État et surtout comment vous allez vous faire obéir d'une administration qui semble toute puissante et inamovible? Est-ce que vraiment l'intendant suivra, Éric Zemmour? Non, vous avez raison. D'abord, cette formule prêtée au général de Gaulle, vous savez qu'il ne l'a jamais prononcée en vérité. Il était d'ailleurs très soucieux d'intendance, puisqu'il a, avec Georges Pompidou, forgé une énorme industrie française qui était balbutiante auparavant. Donc l'intendance avait son importance. Et je dirais une deuxième chose qu'on oublie toujours, c'est que au temps du général de Gaulle, vous savez à combien étaient les prélèvements obligatoires? Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes à 47%, c'est-à-dire que la moitié de la richesse nationale est consacrée aux prélèvements obligatoires, État, collectivités locales et prélèvements sociaux. À l'époque du général de Gaulle, c'était 33%. C'est-à-dire des chiffres qui correspondent aujourd'hui aux États-Unis, où je crois qu'ils sont à 35%, ou à l'Angleterre, ou au Japon. Rien à voir avec les 47%. Nous sommes champions du monde. Donc je pense que notre premier problème, c'est l'excès d'impôts, de charges, de taxes, etc. Et donc de dépenses. Donc nous devons... Alors, maintenant, on sait que là-dedans, le plus gros problème, c'est les dépenses sociales. À plus de 800 milliards par an, Alexandre Devecchio. 800, je répète, parce que... Donc vous ne touchez pas aux services publics, attendez. Attendez. D'abord, les dépenses sociales. 800 milliards. Les dépenses sociales, il y a 2 méthodes pour l'instant qui ont été mises en œuvre mal. La droite dit il faut tailler dans les dépenses pour tout le monde. Mais finalement, quand elle dit ça, soit elle ne le fait pas, soit elle n'est pas élue, comme François Fillon. Et la gauche dit c'est pas grave, on s'endette. Et en général, la droite finit par s'endetter comme la gauche. Nous sommes à 2300 milliards de dettes. Et nous payons comme ça. Moi, je dis il faut prendre une autre méthode. Il faut séparer, distinguer entre les Français et les étrangers. Et donc, j'enlève toutes les prestations sociales non contributives aux étrangers. RSA, allocation logement, minimum vieillesse, etc. Par ailleurs, je supprime beaucoup de dépenses inutiles, comme l'AME, contre-productive. 1 milliard, quand même, plus d'1 milliard l'AME. Il y a beaucoup d'autres dépenses comme ça. Et puis, en dehors des dépenses de l'immigration, il y a d'autres dépenses, et c'est là qu'on arrive à votre sujet, les dépenses de l'État, d'autres dépenses inutiles. Je rappelais lors de mon discours de Lille que pendant l'épidémie du Covid, nous avions fait un chèque de 140 millions d'euros à la Chine.
au nom de l'aide au développement. C'est quand même comique. Vous me parliez tout à l'heure de la menace chinoise, de la deuxième puissance mondiale, peut-être bientôt la première, et nous, la France, nous envoyons un chèque d'aide de 140 millions. Je pense qu'il y a beaucoup de dépenses, de gabegie ainsi. Ça sera la méthode du gouvernement. Je n'annonce pas des suppressions de postes de fonctionnaires comme Mme Pécresse, elle sait qu'elle ne les tiendra pas. Je n'annonce pas de grands chiffres. Je pense que ça sera une méthode chasser, traquer toutes les dépenses inutiles dans l'État et dans les collectivités locales, supprimer les doublons, par exemple, et reprendre la réforme de Nicolas Sarkozy de fondre les élus régionaux et les élus départementaux dans une même structure. Vous voyez, il y a des sources d'économie un peu partout, mais ça doit être une méthode constante qui évite les grandes déclarations et qui s'arrête aux détails, poste par poste, parce qu'il y a d'autres postes, il y a d'autres secteurs, comme la police, comme la justice, comme l'hôpital, qui ont au contraire besoin, et l'école, qui ont au contraire besoin de plus de dépenses. Vous voyez, donc il faut être au plus juste. Merci Éric Zemmour, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Après la pause, nous parlerons de vous. Qui êtes-vous, Éric Zemmour? Pourquoi vous battez-vous? Vos réponses tout de suite, en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Éric Zemmour, en toute vérité. Éric Zemmour, on va parler de vous, de votre relation à la France personnelle, mais d'abord j'aimerais qu'on fasse un peu de politique politicienne. On en a fait très peu ici, mais il faut bien en faire, surtout que cet après-midi, l'une de vos principales concurrentes fait son premier meeting. Il s'agit de Valérie Pécresse. Est-ce que c'est, selon vous, un tournant dans la campagne, et pour elle, et peut-être pour vous? Je ne pense pas. Je pense que, vous savez, on aime voir des tournants. J'ai été journaliste, donc je sais qu'on multiplie comme ça les tournants. C'est une facilité journalistique. Moi, je pense qu'il y a au contraire des grandes lignes droites. Et qu'il y a des constantes idéologiques qui s'imposent dans chacune des campagnes présidentielles que j'ai suivies. Et professionnellement, j'en ai suivi depuis 88. Vous voyez, donc ça commence à faire. Je pense qu'il y a, en l'occurrence, pour Valérie Pécresse, un problème de fond. C'est une candidate centriste qui fait semblant de tenir un discours de droite. D'ailleurs, je remarque que depuis la primaire, elle fait de moins en moins semblant. Elle s'est affichée avec M. Ciotti, elle s'est affichée avec M. Wauquiez, mais en vérité, elle fait alliance avec M. Lagarde, le centriste. C'est une candidate centriste. D'ailleurs, elle avait quitté LR parce qu'elle trouvait que son parti, sous la direction de M. Wauquiez, était trop à droite. C'est ce qu'elle disait en 2019, il n'y a pas longtemps. Donc, c'est une candidate centriste, c'est une chiracienne, elle le dit elle-même. Elle ne cesse de se référer à Jacques Chirac. Donc, une centriste qui est, si vous voulez, le clone d'Emmanuel Macron. C'est à la fois, si vous voulez, elle a deux caractéristiques. La première, c'est que c'est une technocrate. Et que c'est le clone d'Emmanuel Macron. Technocrate parce qu'elle pense en termes de technique de gouvernement et non pas en termes de philosophie de gouvernement. Elle ne fait pas en vérité de politique. Elle fait de la gestion. Vous savez, c'est cela le problème de la plupart de la classe politique aujourd'hui. C'est la gouvernance plutôt que le gouvernement. C'est une gestionnaire. C'est la gouvernance au lieu du gouvernement. Et si vous voulez, je vous donne... Et du coup elle n'a pas d'espace politique. Elle allie sa compétence, que je ne lui nie pas, à une immense impuissance. Parce que depuis 20 ans, on a établi un corpus de règles, qu'elles soient juridiques ou bureaucratiques, qui enserrent les gouvernants pour qu'ils ne puissent rien faire. Je vous donne un exemple sur l'immigration, c'est simple. Madame Pécresse ne supprimera pas le droit du sol. Madame Pécresse n'expulsera pas les délinquants étrangers. Madame Pécresse n'arrêtera pas le regroupement familial. Madame Pécresse ne supprimera pas les prestations sociales non contributives aux étrangers. Pourquoi Madame Pécresse ne fera-t-elle pas ça? Parce que tout simplement, le juge l'interdit. Et Madame Pécresse se soumet au juge. Elle appelle ça l'état de droit. Moi, j'appelle ça l'impuissance. Donc, moi, je vais demander au peuple français de ne plus se soumettre et de me permettre de ne plus se soumettre. C'est toute la différence. Mais vous comprenez, c'est une différence philosophique, pas une différence personnelle. Je n'ai rien contre Madame Pécresse. Mais Madame Pécresse s'installe dans son impuissance. Et elle appelle ça compétence. Moi, j'appelle ça impuissance. C'est le fond de l'affaire. Et c'est pour ça qu'elle a besoin des centristes. Comme en plus...
Elle se soumet, encore une autre soumission, au cordon sanitaire, la théorie inventée par François Mitterrand pour diviser la droite en deux en vérité, alors qu'il devrait être unifié entre le peuple du Rassemblement national et les électeurs de LR. Elle se condamne en vérité à s'allier au centre, et lui-même, le centre, étant soumis à la gauche. Donc finalement, Madame Pécresse se condamne à se soumettre à la gauche. C'est tout le drame de la droite depuis l'invention de l'UMP, et même avant. Vous savez, le programme, mon programme sur l'immigration ressemble comme un frère à celui du RPR et de l'UEDEF en 1990. Mais justement, vous rêvez de reconstituer peut-être un grand RPR face à un grand RPR. Face à un pôle centriste et gestionnaire, c'est peut-être le clivage d'aujourd'hui, et donc d'être l'homme, peut-être le prochain président de la République, mais aussi l'homme de la recomposition politique. Est-ce que votre candidature, aujourd'hui, vous êtes quand même en 3e position et vous permettez à Madame Pécresse d'être qualifiée au second tour face à Emmanuel Macron, et finalement ce serait un débat entre des gens qui sont un peu d'accord, et est-ce que vous n'allez pas être finalement le fossoyeur du camp national? D'abord, je vous signale que si j'en crois les sondages aujourd'hui, on est tous dans un mouchoir de poche entre Madame Pécresse, Madame Le Pen et moi. Mais c'est Madame Le Pen qui serait au second tour, ce n'est pas Madame Pécresse. Et, ça varie, ça dépend des jours. Non, je vous assure que non. J'ai regardé bien les sondages, vous savez. C'est fini. Madame Pécresse est 3e parce qu'elle descend. Et elle descend. Et la dynamique est plus de son côté. Donc la dynamique est de mon côté. Et elle n'est ni du côté de Madame Le Pen, qui est stabilisée, ni du côté de Madame Pécresse, qui baisse. D'ailleurs, Madame Le Pen baisse aussi un peu, si vous voyez bien les sondages, mais peu importe. Je pense que la dynamique, et il n'y a pas que seulement les sondages, dans les salles, dans l'effervescence des meetings, dans les audiences de télévision, dans les effectifs du parti. J'ai quand même créé un parti il y a 2 mois qui s'appelle Reconquête, et nous allons fêter la 100 millième membre en 2 mois. Je mets au défi les autres partis d'avoir fait de même. Donc je pense que, si vous voulez, je ne permets rien du tout. Si je n'avais pas été candidat, on aurait eu le remake de Marine Le Pen contre Emmanuel Macron, qui ennuyait tout le monde. On savait que ça se finirait dans un débat déséquilibré où Emmanuel Macron aurait écrasé Madame Le Pen. Donc, donc c'est ça que j'ai changé. Donc je pense que je ne permettrai à personne d'aller au second tour, parce que je permettrai à moi-même d'aller au second tour. Parce que c'est moi qui irai au second tour face à Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, c'est encore une fois, comme je vous ai dit que je croyais aux logiques idéologiques, c'est la logique idéologique. Il y a 2 France. Il y a la France qui veut rester la France, et il y a la France qui sera noyée dans l'Europe et l'Afrique, celle de M. Macron. 2 visions antagonistes. Justement, en parlant d'idéologie, de théorie, vous expliquez, vous aimez la France passionnément, je crois que personne n'en doute. Pourtant, on a l'impression que votre France est plus théorique que charnelle. On connaît vos livres préférés, vos personnages historiques préférés, mais quels sont les paysages, les régions, les villes, les villages que vous avez dans le cœur, Éric Zemmour? J'ai beaucoup de paysages, j'aime la France passionnément. Mais pour moi, tout ça est mêlé. Vous comprenez bien que quand vous lisez Balzac, Stendhal ou Chardon ou que sais-je, ou Chateaubriand, les descriptions des paysages de leurs enfances, de leur village natal font partie de moi. Alors je suis rentré, vous avez raison, je suis rentré dans l'amour de la France par la littérature. Mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas les paysages, je n'aime pas les villes. J'aime toutes ces petites villes avec leurs clochers au milieu. J'aime ce blanc manteau d'église. C'est pour ça que je défends la chrétienté avec autant de passion. J'aime, si vous voulez, les paysages de la Touraine. J'aime la Méditerranée. Je pourrais comme ça passer en revue tout. En fait, j'aime tout. J'aime les villes un peu germaniques de l'Est. J'aime, vous voyez, comment vous dire, même le Nord qui est plus austère. A un charme caché. On était à Lille il n'y a pas longtemps, et il y a le charme de ces maisons cossues, discrètes. J'aime, vous savez, en ce moment, je me balade beaucoup dans toute la France, et à chaque fois, il y a des petits villages avec en pierre, avec discrètement la mairie, le clocher, la fameuse photo de François Mitterrand en 1981. J'aime cette France-là. Et puis, je vais vous dire, avant d'avoir découvert ça, j'aime Paris.
Parce que moi, je suis un banlieusard. Donc, quand je venais à Paris, c'était une illumination. J'aime me balader dans Paris où je refais toute l'histoire de France. Je regarde où Bonaparte a mis ses canons devant la place Saint-Roch, où Louis XVI a été guillotiné, place de la Concorde. Justement, en parlant d'histoire, Éric Zemmour, on fait souvent le reproche d'avoir une vision réactionnaire ou passéiste de la France. Si vous gagnez la présidentielle, à quoi ressemblera la France d'Éric Zemmour dans 5 ou 10 ans ? Est-ce que ce sera le retour de la France d'hier ou est-ce que vous croyez aussi à la capacité de transformation et d'innovation de notre pays ? Alors, d'abord, je ne suis pas idiot. Je ne sais qu'on revient jamais en arrière. Le général de Gaulle disait toujours à Malraux, on ne refera pas le siècle de Louis XIV. Ça ne m'a pas échappé. Voilà, je sais ça. Donc on ne reviendra jamais en arrière, même dans la France dorée de mon enfance des années 60. Mais, il faut bien comprendre que pour avoir une idée ferme de l'avenir, comme le général de Gaulle, comme Bonaparte, comme tous les grands hommes qui ont animé notre pays et qui ont dirigé notre pays, il faut avoir une conscience très claire de son histoire. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Ça, c'est une première chose. Et je sais en tout cas, d'abord, ce qu'elle ne sera pas. C'est-à-dire que si je suis élu, je sais que la France ne deviendra pas le Liban en grand. Si je ne suis pas élu, quel que soit mon adversaire qui sera vainqueur, la France deviendra dans 5 ans, dans 10 ans, le Liban en grand. Donc moi, à contrario de cela, je veux une France qui reste française. C'est-à-dire qui continue, où on continue à parler le français et à écrire le français sans le langage inclusif, continue à révérer son passé, ses souvenirs en commun, sans déboulonner les statuts. Vous voyez, c'est très important. La France doit rester française. Pour savoir, vous l'avez dit, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et j'aimerais terminer là-dessus, Éric Zemmour. Vous êtes un peu dévoilé dans cette campagne. Vous avez parlé de votre mère, de votre père tout à l'heure d'ailleurs. On a l'impression que cette campagne, vous la faites pour les Français, mais aussi pour l'enfant que vous étiez. Est-ce que je me trompe ? Je dirais que c'est vrai que cette campagne me permet de développer tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai été depuis des décennies. Voilà, mais évidemment que l'enfant que j'étais a tellement aimé la France qu'il ne supporte pas l'idée qu'on ne puisse pas la transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants. Vous savez, je fais ça pour nos enfants et nos petits-enfants. Quand je parle aux Français, je leur dis, voilà, est-ce que vous voulez que vos enfants quittent la France ou est-ce que vous voulez que vos enfants soient soumis à l'islam ? Est-ce que vous voulez que vos filles soient voilées ou qu'elles préfèrent quitter la France pour aller dans d'autres pays ? Tous comprennent ce langage. Tous les Français ont compris le véritable enjeu de cette élection présidentielle et le véritable enjeu de l'élection à venir et de l'avenir. Merci Éric Zemmour, merci d'avoir été avec vous En toute vérité. Vous êtes le premier candidat présidentiel à venir nous voir. On espère qu'ils seront nombreux, peut-être même Emmanuel Macron, sait-on jamais. Merci Éric Zemmour.